reprendre le fil de ce qui s'est passé cette année en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le débat a porté sur, si vous avez vu dans les motivations de la loi d'obligation des vaccins, le leitmotiv qui a sans cesse été mis en avant, c'est « il y a des enfants qui meurent de la rougeole et c'est inacceptable ». Et on est chaque fois revenu sur le risque de baisse de couverture vaccinale pour la rougeole, le fait que c'est une maladie qui peut être éradiquée, les 95% de couverture qu'il faut absolument atteindre pour être dans les objectifs de l'OMS. Donc voilà, j'espère que maintenant, après avoir vu le film, vous comprenez d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment en 2014, il y avait déjà des plans, évidemment, puisque l'histoire de rougeole et vaccination d'Andy Wakefield, ça date... voilà, les premiers parents qui l'ont interpellé, c'était en 95-96. C'est à ce moment-là qu'au bout de quelques années, il y a eu l'article publié dans Lancet avec la première cohorte, et il y a eu aussi en même temps, enfin avant ça, il y avait donc cette expertise judiciaire dans laquelle il a participé, et ça il l'a annoncé avant de publier son article, puisqu'il n'y avait pas de secret, contrairement à ce qu'on fait croire. Et environ 2000 familles s'étaient constituées pour une première, je dirais, action collective en justice contre le fabricant du vaccin ROR, donc GlaxoSmithKline. Sachant que déjà à l'époque il y avait eu des problèmes, vous l'avez vu dans le film, avec ce même vaccin quand il s'appelait Pluserix, et que donc l'État avait était déjà précédemment intervenu pour couvrir les indemnités. Donc là, les indemnités pour 2000 familles ayant un enfant autiste, ça pouvait faire pas mal d'argent. Ça n'arrangeait pas beaucoup l'État. Donc ça, c'est peut-être le contexte qui n'est pas très très clairement décrit dans le film, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Donc cette histoire d'essayer à tout prix de pousser, garder, maintenir à la fois le couvercle sur le problème autisme et vaccination, et en même temps de continuer à pousser la vente du vaccin ROR, ça fait 20 ans que ça dure. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, on a eu, c'était en août 2014, William Thompson là, qui a fait ses aveux. À ce moment-là, ça a bien entendu précipité la donne. Donc quelques mois plus tard, c'était en août 2014 au départ, quand il a sorti, on va dire, sa conscience, libéré sa conscience. 6 mois plus tard, on a assisté, il y a eu les fameuses épidémies de rougeole à Disneyland. Alors l'épidémie de rougeole à Disneyland, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'on estime qu'environ 90% des personnes qui ont attrapé la rougeole lors de cette épidémie étaient en ordre de vaccination. Ça peut quand même porter aussi une question sur l'efficacité de la vaccination du vaccin rougeole, chez les adultes notamment. Et donc ce qui s'est passé, c'est que encore 6 mois plus tard, on a eu vraiment les premières lois vraiment de forcing, de passage en force aux États-Unis, qui ont supprimé toutes les exemptions vaccinales, les possibilités d'exemption vaccinale en Californie. Donc c'est passé. Et à ce moment-là, on est arrivé aussi peu après dans la phase électorale, évidemment, entre Clinton et Trump. Donc Clinton était clairement pour l'extension des obligations vaccinales et la suppression des exemptions sur tout le territoire américain. Donc c'était 70 vaccins pour tout le monde. Tandis que Trump, qui a lui un fils qui a régressé après vaccin et qui est proche du spectre autistique, avait déjà annoncé clairement qu'il souhaitait, qu'il aurait bien voulu mettre en œuvre une commission d'enquête sur l'autisme et la vaccination. Donc en fait, on voit en fait que ça a été vraiment... Bien sûr, on n'en a pas parlé, donc vous voyez à quel point les médias sont complètement verrouillés sur le sujet,
Mais ça a été un point très important au niveau des élections. Et je sais que parmi les familles qui avaient des enfants autistes aux États-Unis, beaucoup ont voté pour Trump uniquement pour cette raison-là. C'est-à-dire que pour eux, tout le reste venait, je dirais, sur le second plan. Parce que si on a un enfant autiste ou qu'on craint d'en avoir un, bon, peu importe finalement ce qui se passe ailleurs, en Israël, en Irak ou avec le pétrole, je veux dire, la vie devient un combat de chaque instant, et pour la vie. Donc ça, on n'en a pas parlé. C'est normal, aux États-Unis, déjà, les médias tirent environ de 50 à 80% de leurs revenus de l'industrie pharmaceutique. Donc l'industrie pharmaceutique est le premier lobby financier sur cette planète à l'heure actuelle, verse en termes de commissions politiques 4 fois l'équivalent de ce que verse le secteur de l'armement et le double du pétrole. Donc actuellement, le premier pouvoir politique sur cette planète, c'est l'industrie pharmaceutique, évidemment, en lien avec les banques, etc. Hein, l'OMS, donc, puisque nous avons aujourd'hui donc un plan international, il y a différents plans, hein, il y a les plans de l'OMS, il y a le plan avec le GHSA. L'OMS, déjà, est financé, premièrement, les principaux financements de l'OMS, ce sont les États-Unis, premier financier, le deuxième, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, troisième, c'est la Grande-Bretagne, et les quatrièmes, c'est l'Alliance Gavi. Donc l'Alliance Gavi, c'est Global Alliance for Vaccine and Immunization. Donc l'objectif de l'Alliance Gavi, c'est la vaccination planétaire, et c'est une alliance entre politique et pharmaceutique et financier. Donc c'est vraiment un partenariat directement, je dirais, c'est le pied direct de l'industrie au sein des politiques de l'OMS, sachant que vous avez un film qui est intéressant sur Arte, qui est sorti il y a un an ou deux, qui s'appelle l'OMS dans les griffes des lobbies, et donc où on s'aperçoit que si au départ la contribution, je dirais, la quote-part des cotisations des pays membres représentait environ 80%, aujourd'hui c'est 20% seulement. Et donc le reste, ce sont ceux que je viens de vous citer. Donc en fait l'OMS est clairement dirigé par l'industrie, le privé, Bill Gates, etc. On voit aussi tout de suite le partenariat entre l'industrie pharmaceutique et l'informatique, le circuit, le réseau de l'information, donc sur Google, Facebook, etc. Et dans les médias ici aussi, en France aussi. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire qu'en fait ce qui s'est passé, vous avez remarqué qu'on n'a absolument pas parlé de vaccins durant la campagne électorale, alors qu'on aurait vraiment pu s'y attendre, puisque on a eu au mois de janvier la décision de la Cour par rapport au DTP, hein, avec... donc on s'est dit, bon ben voilà, il va se passer quelque chose. Je vois encore tout le monde, tous les militants, la vieille garde, etc., qui m'ont dit, mais non, tu verras bien, ça va tomber, les obligations, ils sont bien obligés, ils vont pas réinstaurer le DTP seul, etc. Et puis avec tout ce qu'on sait sur l'aluminium, ça va jamais passer, puis tu verras le débat, etc. Et j'ai dit, méfiez-vous, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de nous tomber dessus. Et effectivement, Macron, pas un mot dans son programme sur les vaccins, mais pourtant il y avait Servier et Sanofi qui étaient juste derrière, et paf, à peine élu, c'est sorti à une vitesse supersonique. Voilà. Moi j'étais en contact vraiment très proche avec beaucoup de... comment est-ce qu'on va dire de critiques et d'associations voilà, par rapport à la vaccination, des gens comme... Michel Mélangerie, Michel Georget, différentes associations, le REVA HB, enfin voilà, il y a eu un dialogue, je dirais pour la première fois, pour beaucoup, un rassemblement, une volonté collective d'essayer de se faire entendre et de faire une forme de lobby, on va dire, auprès des politiques. Donc il y a eu beaucoup d'actions qui n'ont peut-être pas été vues à un niveau public, mais avec... voilà, des interpellations directes de tous les membres de l'Assemblée nationale. Ils ont tous vu, tous les membres de l'Assemblée nationale ont reçu le lien de Vaxt. D'accord ?
Et bon, pas tous le DVD parce que ça nous coûte un peu cher, mais une bonne partie. Ils ont reçu des liens, ils ont reçu énormément de documents. Ils ont reçu des documents sur les fraudes de l'OMS. L'OMS a changé ses critères de signalement pour éviter de signaler les décès. Ils ont reçu des documents sur les fraudes de Glaxo pour le vaccin Infanrix-Hexa, qui est donc maintenant un des vaccins obligatoires entre deux rapports de suivi donc, que le fabricant adresse à l'OMS et où effectivement on s'est aperçu que bon, bah, les morts disparaissent ou ressuscitent, c'est comme on veut, hein, les vaccins sont capables de tout. Donc ils ont reçu tout ça. On sait que le vaccin hexavalent Hexavac, donc celui de Sanofi, a été retiré du marché il y a quelques années à cause d'un nombre de décès trop élevé. Exion, c'est tip-top le même, sauf qu'il y a juste le double d'aluminium. Donc voilà, ils ont été abondamment nourris d'informations sur l'aluminium, sur énormément de choses, sur les arguments sur la couverture, je dirais cette histoire de couverture vaccinale qui ne tient absolument pas, puisqu'en fait ce que la vaccination a fait, c'est simplement déplacer le risque vers les jeunes enfants, les jeunes nourrissons et vers les adultes. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit par exemple, on en a eu la preuve avec l'épidémie à Disneyland, mais en fait la vaccination n'a pas nécessairement toujours l'efficacité qu'on lui prête. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'après 10 ans, seuls 25% des personnes restent immunisées, ont un taux suffisant d'immunité. Donc la plupart des gens vaccinés pensent qu'ils sont immunisés à vie parce qu'ils ont eu 2 doses de vaccin, mais c'est faux. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'ils savent très bien, ils ont tous reçu tous ces documents, et il y a eu 0 débat. Au moment, lorsqu'il y a eu la commission aux affaires sociales, avec la présentation du projet de loi, les critiques à la vaccination qui émanaient, on va dire, qui avaient été invités ou plutôt admis à la concertation, eh bien, sur 2 heures d'exposé, de débat, ont eu 1 minute 50 de temps de parole. Et c'est pas de la blague. Hein. Donc voilà, il n'y a jamais eu de débat et il n'y en aura pas. Ça a été voté par quelques dizaines de députés seulement. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû lire tout ce qu'on leur a envoyé. Ils ne sont pas venus. Et donc, ils ne sont pas venus. Donc, il y a eu... Il y en a eu 43 qui sont venus. Voilà, c'est ça. Entre 40 et 50, donc il y a 10% des députés qui étaient là. C'est honteux, hein. C'est honteux. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ça, c'est la grande question. Je dois dire qu'on a quand même été un petit peu déçus du manque de réaction en général du public. Il y a eu des manifestations, quand même très très peu de monde. Quelques médecins se sont exprimés. Alors, c'est pas facile pour eux, mais bon, tout le monde se renvoie un peu la balle. Donc, moi, j'ai vu énormément de gens qui sont venus me dire « Ah, on a de la chance qu'on n'est pas concernés, hein, parce que bon, moi, je plains ceux qui ont des petits-enfants maintenant. » Je crois que les gens ne se rendent pas compte que ça va être pour tout le monde. Hein. C'est pas juste les petits-enfants qui sont nés en 2018. Là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Donc, l'an prochain, ça va être le Gardasil pour les filles et les garçons. Ça va être la grippe pour tout le personnel soignant. Les pompiers viennent de nous écrire en disant « Oula, qu'est-ce qui se passe ? On est assimilé à du personnel soignant. » Toutes les personnes qui sont dans des postes d'enseignants, des collectivités, je veux dire, et puis bientôt ça va être les aéroports, etc. C'est pas une blague, ça existe, c'est prévu. Donc voilà, ici il y a maintenant que la France, entre guillemets, a passé la loi des obligations, tout comme l'Italie, la même chose en Italie. Qui a entendu parler ? Très peu de monde, on n'en a pratiquement pas montré d'image. Là il y a eu des vraies manifestations. 1 à 2 par semaine pendant 3 mois, 15 000 personnes au centre de Rome, pas une image, 50 000 personnes à Pesaro, pas un article, pas une image, pas un commentaire, rien du tout. Voilà, avec je veux dire, le chef du cabinet de la ministre de la Santé qui siège directement chez GlaxoSmithKline. Donc voilà, c'est une loi écrite directement sur mesure par Pharma. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Je ne sais vraiment pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, soi-disant, je pense que les députés n'ont absolument pas réalisé ce dans quoi on les avait embarqués, ni même les conséquences de ce qu'ils étaient en train de voter, parce qu'on a dit oui, il n'y a pas de sanctions, voilà, c'est pas si grave. Donc s'il n'y a plus de sanctions associées à la vaccination, comprenons bien que les sanctions d'ordre général maintenant qui vont s'appliquer, ce sont celles qui feront encourir 2 ans, donc des peines de 2 ans de prison, 30 000 € d'amende et le retrait de l'autorité parentale aux éventuels réfractaires, et pour les médecins, une radiation de l'ordre. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de réactions avant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, ce qui est en cours, là, je vous invite quand même à rejoindre éventuellement ces mouvements si vous avez l'impression que vous voulez quand même avoir le choix. Il y a une action au pénal qui est actuellement intentée, donc une plainte contre X pour tentative d'empoisonnement, abus de mineurs, etc. Il y a toute une... Donc, à laquelle, qui est intentée par plusieurs associations et à laquelle, voilà, on invite tout le monde, vous pouvez aller voir ça sur le site de Ensemble pour une vaccination libre. Vous la téléchargez si vous voulez, vous la signez, et voilà. Ça ne demande pas, c'est juste une plainte, je dirais, contre la loi. On n'est pas obligé d'avoir un dommage vaccinal, un dossier. Il ne s'agit pas c'est pas une plainte en dommages et intérêts pour des victimes. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va être faite, je pense, c'est... vous avez vu entre-temps, peut-être qu'il y a eu, c'est quand même, ça mérite d'être dit, c'est une étude très très récente par rapport à l'autisme et l'aluminium, qui a été faite par le professeur Chris Exley, donc qui a retrouvé en étudiant les tissus cérébraux de jeunes autistes décédés, donc qui a dit avoir trouvé les taux d'aluminium les plus élevés qu'il n'avait jamais rencontrés, à part quelques personnes qui ont Alzheimer. Mais bon, là évidemment, c'est interpellant puisque c'est des taux proches alors que ce sont des sujets jeunes. On n'a pas encore le temps d'avoir toute l'accumulation qu'il peut y avoir chez les personnes âgées, et donc qui avait été vraiment choqué et qui l'associe directement à la vaccination. Donc voilà, quand on dit qu'il n'y a pas de problème avec l'aluminium, je me demande comment on arrive à ignorer à ce point les travaux, je dirais la recherche expérimentale, quoi. On ne peut pas dire « Oh, mais ça fait un siècle qu'on utilise l'aluminium et il n'y a pas de problème ». Donc voilà, il y a les nanoparticules, il y a les rétrovirus, c'est infini. Ces recherches de Chris Exley, elles ont été financées par des privés. Donc une façon de contribuer à la recherche, c'est évidemment aussi, pourquoi pas, de s'associer en tant que privé. Maintenant, je pense qu'en fait, il y a énormément de recherches qui sont là. Le problème n'est pas de prouver tout le problème qu'il y a, c'est de réussir à en parler. Donc, comment on va faire, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait, ce serait bien, je pense qu'il y a un médecin comme d'autres médecins qui vont essayer eux aussi de trouver des voies légales pour dire voilà, nous sommes placés dans des contraintes, je veux dire, qui ne respectent pas la liberté du patient et les droits des médecins. Voilà, comment ça va s'articuler, je ne sais pas, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement collectif. On ne peut pas espérer qu'une poignée ou quelques dizaines ou centaines, entre guillemets, de lanceurs d'alerte se décarcassent, ça ne va pas marcher. Je veux dire, il faudra vraiment quelque chose de collectif. Voilà. Donc je voudrais savoir, il y a des gens qui peuvent se permettre de ne pas se faire vacciner. Est-ce que si on paye, on peut échapper au vaccin? Voilà. Est-ce que si on paye qui? Si on paye, si on paye, je sais pas, contre un tampon de médecin, contre. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a des médecins qui veulent répondre? Alors moi je suis. Oui. Bon, moi je pense que contre le mensonge, il n'y a qu'une arme, c'est la vérité. Et que de toute façon,
ça va être de plus en plus difficile et on va probablement, la vaccination est en train de devenir un acte administratif et va être progressivement retirée aussi de la responsabilité des médecins. Donc on va vacciner dans les pharmacies, dans les supermarchés et surtout dans les centres scolaires. Et donc ça va très rapidement être contourné. Et la deuxième chose, c'est que sont en préparation au niveau européen le carnet de vaccination numérique européen. Donc ça veut dire que l'objectif maintenant, surtout que c'est passé en France, ça va être d'harmoniser entre guillemets les obligations vaccinales sur toute l'Europe et d'avoir des carnets. Il faut comprendre que je vais refaire une parenthèse sur le GHSA, c'est un Global Health Security Agenda, donc l'agenda global de la sécurité sanitaire. C'est un agenda, c'est un groupe qui comprend à la fois les ministères de la Santé, mais aussi les ministères de la Défense des différents pays, Interpol, le ministère de la Sécurité américain, etc. Et donc, qui a été créé pour lutter contre les menaces. Les menaces, c'est les menaces terroristes, la menace nucléaire, par exemple. Donc ça, c'est différents types de menaces. Et il peut y avoir la menace, entre guillemets, des épidémies. Alors, sous couvert de cette histoire de menace des épidémies, on pense à l'anthrax ou ci ou là, les guerres bactériologiques, on est en train de passer de ce qu'on appelle le contrôle des maladies, qui est la pharmacovigilance. On repère où sont les foyers épidémiques. Ah tiens, là il y a autant de cas de varicelle, de variole, de coqueluche, etc. Et on essaie éventuellement d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Et on est en train de passer de la surveillance des maladies à la surveillance des citoyens. Et donc la surveillance, non pas de la maladie, mais du citoyen, c'est-à-dire par le contrôle via le carnet de santé numérique et la vaccination. Donc est-ce que tout le monde est bien vacciné, contrôlé, etc. Et c'est là, ça c'est en train d'être fait, mis en place avec l'industrie pharmaceutique et les ministères de la Défense, etc. La sécurité. Un médecin voulait répondre? Tu voulais répondre peut-être? Non? La question du paiement. Je pense que vous pouvez essayer, mais bon, voilà, moi de ce que j'entends de ce que les médecins disent, ils vous invitent plutôt, il y a beaucoup de réponses amusantes, hein. Donc soit on vous invite à fabriquer vos propres tampons, etc., si ça vous amuse, ou bien de signer un accord comme quoi vous engagez à assumer les conséquences si jamais ils sont dénoncés à l'ordre et s'ils sont radiés. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Je pense qu'à un moment, il y a vraiment un mouvement de foule qui doit se faire, un mouvement collectif. Parce que c'est clair que si on ne peut pas mettre des milliers de parents en prison, déscolariser des milliers d'enfants et radier des milliers de médecins, mais on peut très bien le faire individuellement, voilà. Donc je vois, moi personnellement là, à part ça et la prière, je ne sais pas ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Je prie. Je prie parce que je vous assure qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait. Tout ce quoi? Tout ce qu'on pouvait. Donc par exemple, pour vous donner une idée, avant la dernière manifestation à Paris, par exemple, on a fait paraître dans un journal qui s'appelle 20 minutes, voilà, pour inviter les gens à la manifestation, publicité, voilà, une avec la manif et une affiche sur la vaccination. Alors, la pub sur la vaccination, enfin la pub, l'image sur les dommages vaccinaux, elle m'a été censurée 3 fois avant de pouvoir paraître. Donc, je dis que finalement, c'était juste pour payer la couleur, plutôt que de ne pas payer. Le lendemain, les journaux ont été retirés avant midi, il n'y en avait plus un seul. Puis le lieu de la manifestation a été déplacé la soirée avant. Le jour de la manifestation, même les gentilles dames avec un petit ballon orange n'ont pas pu aller se présenter là où elle était censée se dérouler. Voilà, les gendarmes les ont envoyés et ils ont annoncé à toutes les personnes qui sont venues que c'était annulé. Donc voilà, chaque pas, chaque mouvement, moi je sais que mon nom, c'est pas la peine d'essayer d'envoyer un mail à qui que ce soit, ça n'arrivera pas. Donc on est obligé de passer par d'autres personnes. C'est pas facile, hein, le débat.
Oui. Oui, bonsoir. Au regard de ce que vous dites, juste une chose qui m'interpelle, c'est que vous êtes énormément censuré, mais pas poursuivi. Est-ce à dire que la vérité doit être tue ou... Voilà. Ma question est peut-être un peu floue, mais... Alors, c'est vrai que pour le moment, je pense que ceux qui sont poursuivis, ce sont surtout les personnes les plus à risque sont les médecins et les chercheurs. Moi, je suis protégée de par ma belgitude, premièrement. Donc, je crois que ça les énerve beaucoup. Mais sinon, je pense qu'en général, ce sont soit les gens, ceux qui ont vraiment des gros risques, ce sont soit les gens qui ont des informations qui ne sont pas encore sorties, entre guillemets. Voilà, ou les médecins, parce que en raison de leur statut professionnel. Donc voilà. Après, je sais qu'on est tous... Mais l'idée, alors, je pense qu'on ne va pas être dans l'idée d'une parano. Oui, bien entendu, c'est pas comme il y a 20 ans déjà, où à l'époque des Russes, il y avait un type qui était là, écoutait tout ce qu'on racontait. On est tous, de toute façon, à chaque moment, voilà, ils savent taper dans un ordinateur, on verra où je suis allé, où j'ai conduit, où mon GSM m'a emmené, mon GPS, mes emails, etc. Les miens comme les vôtres, ceux de n'importe qui. Donc il n'y a pas de raison de poursuivre les gens. Je pense que, par exemple, quelqu'un comme Andy Wakefield, je pense qu'ils ont intérêt à le garder. Hein. S'il y a une personne qui n'aura pas de problème, c'est Andy Wakefield. Pourquoi ? Parce qu'il a vraiment son rôle maintenant d'être le bouc émissaire de chaque mort pour maladie infectieuse sur la planète, c'est la faute d'Andy Wakefield. Si un type meurt de la grippe en Grande-Bretagne, c'est la faute d'Andy Wakefield. Je l'ai déjà entendu et lu. Donc c'est pas une blague. Donc voilà, lui, ils ont intérêt à le garder. Maintenant, j'en connais d'autres qui ne sont plus là pour le dire, effectivement. Et en général, c'est des médecins et des chercheurs. J'en connais plusieurs. Pas en France. Ou des journalistes. Ou des journalistes aussi, oui. Moi, je pense que j'ai la protection. J'aime penser que j'ai la protection de mon fils. Voilà. C'est-à-dire, on n'aime pas faire des martyrs. Mais voilà, je veux dire, si on pense à ça, on ne fait plus rien. Hein. Donc, j'invite tout le monde à avoir force et courage. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde de lâches, c'est tout. Moi, j'avais une question pour le docteur qui est parmi nous. Comment réagit le monde de la médecine, des docteurs déjà en activité ou les étudiants qui sont en fac? Est-ce qu'eux se mobilisent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que la plupart d'entre eux ne savent pas? Il y a un autre médecin dans la salle, hein. Voilà, qui va répondre. Alors, pour répondre à ça, j'ai une patiente qui m'a appelé, qui était enceinte, qui est partie au Brésil. Elle m'a appelé du Brésil. Et elle m'a dit, on m'a proposé de faire le vaccin coqueluche, grippe et hépatite B étant enceinte. Alors, elle m'a demandé mon avis, forcément, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée. Ça, c'est pour dire que ça sert à quelque chose de se battre contre l'excès des vaccins, puisque en France, on ne pose même pas cette question-là. Et pour que ce soit efficace, je pense qu'on a deux mains, et il y a une main pour se battre contre les excès, et il y a une autre main aussi pour se battre contre ce qui va bien. Et je féliciterai l'organisation de ce soir, puisqu'on a associé un film sur les vaccins et la présentation d'un film sur Debout Frérot qui vise à trouver des solutions de l'autisme, des choses simples. Et si on reprend l'histoire de la vaccination, ça a démarré au départ avec le vaccin de la variole. C'était le même mouvement de pensée sur le vaccin de la vaccination et l'homéopathie au départ, puisque le vaccin de la variole, ça se basait sur l'observation des hommes sains, qui faisaient la traite des vaches et qui, malgré la maladie de la variole humaine, le fait d'avoir la variole de la vache qui ressemblait à la variole humaine, leur permettait de se défendre. Donc au départ, c'était une observation positive, et après, ça s'est transformé, cette vaccination, on est passé de la maladie semblable, donc la maladie de la vache, à la maladie humaine. On a injecté la vaccination, la variole humaine aux hommes. Et puis après, ça s'est un peu perverti dans le sens qu'on a systématisé la vaccination, c'est devenu une religion, quoi. Enfin,
il faut éradiquer tous les microbes, et ça fait pas longtemps qu'on parle des microbes en termes positifs, avec le terme de microbiote. Mais c'est intéressant de noter cette valeur positive au départ, et je pense que ce qui pourra peut-être changer les choses, c'est pour éviter que les gens soient victimes du marketing de la peur, c'est qu'on puisse entraîner les gens vers une dynamique de confiance, quoi. Et il y a un livre que j'apprécie beaucoup en ce moment, qui parle du traitement métabolique du cancer du Dr Schwartz, qui est préfacé par le prix Nobel de médecine, Montagnier. Et au lieu de lutter simplement contre le cancer, ce qui n'exclut pas, hein, il parle de rétablir le fonctionnement énergétique des cellules pour qu'il n'y ait pas de cancer. Et je trouve que c'est un peu du même ordre, et j'espère que des dynamiques positives comme de Beaufrérot ou ce livre, ça peut emmener toute la population dans une dynamique de confiance qui évite de tomber dans le panneau du marketing de la peur. Merci. Je suis bien d'accord avec vous. Je pense que on entre dans une autre phase aujourd'hui. Il y a eu une première phase où on a voulu dire ok, il y a un combat à mener pour défendre sa liberté en matière thérapeutique, quelque chose qui est comme ça poussé de manière très rapide et donc qui a vraiment forcé, je dirais, un mouvement d'opposition pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir arriver avec autre chose aussi. Dire comment parler non seulement de la vaccination, mais surtout de l'immunité. Comment est-ce qu'on s'arrange pour avoir un bon système immunitaire en bonne santé, une population en bonne santé? Est-ce qu'il n'y a que les vaccins? Non. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Voilà, je veux dire. Donc là, ce sera le boulot maintenant aussi. Et beaucoup de santé, de médecine alternative ou autre, etc., sont premièrement visés par l'industrie pharmaceutique qui essaye de les faire taire. Donc ça va être le moment aussi de venir jouer son rôle, je pense, et de dire mais il y a d'autres moyens d'assurer la bonne santé collective. Voilà, premièrement en ayant peut-être une nourriture, un environnement plus sain, en utilisant l'homéopathie, les vitamines, la nutrition ou la médecine vibratoire ou autre. Bon, c'est pas l'objectif ici de toutes les mettre en avant, mais je pense qu'effectivement, à partir du moment en plus où on vient dire voilà, il y a un modèle, le modèle de la vaccination, qui clairement repose sur quelque chose qui nous paraît quand même un peu obsolète avec ce qu'on sait aujourd'hui. Si on réfléchit à la manière dont on peut concevoir l'homme de façon beaucoup plus holistique, le système immunitaire, le microbiote, etc., et pas un microbe qui vient de l'extérieur, qui nous attaque, qui nous saute dessus, et un vaccin qui va régler le problème. Voilà, donc si on essaye quand même de laisser la porte ouverte, finalement, simplement à l'exploitation de la science qui est là aujourd'hui aussi, pour aller dans toutes ces nouvelles voies, on va peut-être pouvoir à ce moment-là dire oui, ok, c'est pas grave. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire une étude où on envisage, pourquoi pas, d'arrêter. Qu'est-ce que ça nous coûte d'arrêter la vaccination? La balance. Ben oui, mais il faudra bien le faire à un moment, je veux dire. Faisons-le. Parce que bon, c'est bien de dire on veut le choix, nous on n'y croit pas, mais s'il y en a d'autres qui veulent vacciner, c'est leur problème. En même temps, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement là-dedans. Enfin bon, là je parle vraiment, c'est vraiment mon opinion personnelle. Mais je dirais, si on peut remettre en cause l'idée comme quoi c'est 100% utile, efficace et sûr, et que ça correspond à une vision médicale, voilà, qui est manifestement, enfin pour moi c'est obsolète. À ce moment-là, je veux dire, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout du raisonnement et dire faisons. Qu'est-ce que ça nous coûterait? Quel serait l'impact de l'arrêt global de la vaccination et par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Voilà, ça c'est moi je suis un peu extrémiste, tu vas pas plus loin, mais pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on arrêtera d'avoir peur aussi. Pour stopper la vaccination, ce qu'il faudrait, c'est déjà qu'il y ait des lanceurs d'alerte, comme vous disiez tout à l'heure.
Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de lanceur d'alerte. Ce soir, on est 90 personnes pour une conférence sur l'autisme qui est... c'est quand même un sujet important. C'est pas normal. C'est pas normal. Lille, c'est 1 million d'habitants. On devrait être 900. On devrait... Voilà. Et quand on sera 900, il y aura des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, il y en a, mais ils sont tout seuls. Non. Voilà. On est 90, il y a des lanceurs d'alerte, mais ils sont tout seuls. Peut-être 15 jours, si on est 900, il y aura plus de lanceurs d'alerte et qui pourront faire bouger les choses et nous permettre d'éviter de vacciner. Aujourd'hui, je pense que cette vaccination massive à échelle planétaire, je vais peut-être loin dans ma réflexion, mais pour moi c'est un génocide, c'est un contrôle de la population et de la reproduction. J'ai parfois l'impression d'être dans un monde qui vit sur la tête, qui marche sur la tête, c'est tellement absurde. On vit des absurdités, c'est même incroyable. J'ai même des fois l'impression je vais loin, mais qu'on vit dans une matrice qui est très organisée et très évoluée, parce qu'on vit tellement dans un monde de fous que j'en comprends même plus le sens. Quand on rentre le soir et qu'on voit à la télé Hanouna ou les ch'tis ou les Marseillais pour nous abrutir, au lieu de passer des reportages sur la vaccination pour nous avertir des risques, ou je sais pas moi, les trucs comme Arte, qui est une chaîne d'intello, et quand on voit Arte, quand on regarde Arte, on est t'es un intello toi, voilà, et on nous balance du Hanouna, mais tant qu'on regardera Hanouna, il y aura pas de lanceur d'alerte, il n'y aura personne qui viendra. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un monde de fous, de moutons. Tout à l'heure, vous parlez des lanceurs d'alerte, et vraiment, ça m'a percuté, parce que je pense vraiment que, en fait, tout le monde s'en fout. Oui, mais je pense que, par exemple, s'associer aux actions en justice, je veux dire, là, vous êtes ici, mais vous pouvez très bien prendre un DV de Vax ou du film Aluminium et les lapins, etc. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-ci. Et dire, ok, moi je veux organiser avec ma famille, mes amis, etc. On va discuter, je vais filer le truc à mon médecin, je veux qu'il me le rende, je vais signer une pétition. Les pétitions, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Je veux dire, donc derrière, il faut aussi aller... moi j'ai été étonnée, je vois sur un site, par exemple, comme Info Vaccin Prévenard, est une page Facebook franco-belge. On a environ 50 000 membres, un peu plus maintenant, et qui en fait relaient énormément de réponses. Les gens ont beaucoup de questions sur la vaccination. Je dirais, il n'y a pratiquement pas de source d'information, d'échange où ils peuvent obtenir des informations. Tout le monde, il y en a peut-être 10 à, peut-être même 20%, si vous allez simplement, vous lisez les posts. Il doit y en avoir 20% qui sont des personnes qui ont eu des dommages vaccinaux, donc certains graves, très graves. Mais le jour où vous dites on fait une manif, on fait une action en justice, on va porter votre témoignage pour faire une action dommages et intérêts, etc. pour les victimes, là, il n'y a plus grand monde. Exactement. Je sais pas, c'est trop fatigant, on n'est pas sûr, il faut imprimer le truc, il faut signer, il faut l'envoyer par la poste. Voilà, mais... Donc, oui, il y a un moment où il faut bouger. Oui, bonjour. Je voulais vous passer un message que j'ai reçu il y a 2 ans en parlant avec Claire Sévérac. Claire Sévérac est venue nous voir au cours d'un séminaire. Elle nous a déclaré qu'il y a 10 ans, quand elle enquêtait sur les vaccins, la situation était dramatique. Et il y a 2 ans de cela, juste avant qu'elle ne décède en 2016, à Noël 2016, dans des circonstances particulièrement bizarres, elle a déclaré « c'est pire maintenant ». Et c'est une femme qui a enquêté toute sa vie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Elle savait ce qu'elle disait. Et une seconde chose, les gens qui
nous impose cette vision d'un avenir très triste, se combattent. À une seule condition, c'est que quand on accepte, nous, de ne pas avoir peur. Il faut leur rentrer dedans, il faut les démolir. Parce que eux, ils vont le faire. Ils vont vous tuer, ça c'est certain. Parce que ce qu'on nous déclare à l'heure actuelle sur les vaccins, les quelques produits, l'aluminium et tout ça, ça a déjà été dénoncé il y a plus de 20 ans par Michel Donia. Il y a environ une quinzaine de produits dans chaque vaccin. Les produits sont destinés à détruire la population à des échéances plus ou moins longues. Alors, à chacun de vous faire une opinion, allez sur Internet, vous tapez vaccin contre vérité, puis vous allez voir, vous allez déboucher sur les dossiers. Tout est là. Mais encore faut-il prendre le temps de lire et de se renseigner. Mais ça vaut la peine. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, ce qui me paraît moins clair, c'est que, effectivement, les gouvernements savent, quand on voit les informations comme ceci, comme le film, dites-vous que toute l'Assemblée nationale a eu l'occasion de voir ce film, je ne sais pas s'ils l'ont tous regardé, mais je veux dire, on a une obligation humaine, ou avec les travaux de Girardi, ou quoi, enfin je veux dire, un être humain normalement constitué, une personne normale qui a un niveau de conscience normal, se dit, oula, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Stop, moratoire, on arrête, on teste, on vérifie, on fait témoigner William Thompson, c'est trop important, c'est la vie des gens, c'est pas une petite fraude, c'est pas je sais pas moi, les Panama Papers, j'en sais rien, il y a des détournements financiers, des magouilles, des CIA. Ici, on est en train de dire à la population, vaccinez-vous, c'est bon pour vous, alors que le risque grave, il est là, il est avoué, il est, je veux dire, ça doit être vérifié. On devrait tout arrêter et dire, on regarde, on cherche, on arrête nos histoires de certitudes soi-disant épidémiologiques et statistiques. On va regarder au niveau expérimental. Qu'est-ce qui se passe quand on injecte de l'aluminium? Qu'est-ce qui se passe quand on injecte plusieurs vaccins à la fois? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants autistes? Et là, effectivement, je pense qu'à un certain moment, je veux dire, ils savent très bien ça au niveau des gouvernements. C'est pas des naïfs. Ils ont les informations, on n'arrête pas de les leur répéter. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose au niveau d'une forme de criminalité ou d'aveuglement, mais qui est effrayant. Je ne veux pas mettre des mots de satanisme ou d'extra. Il n'y a pas besoin de ça pour se dire que, oui, effectivement, c'est malsain, c'est criminel. Voilà, je pense que là, enfin, moi, ça me paraît, en tant qu'être humain, effectivement, comme vous le disiez aussi, et on peut se poser la question, c'est un crime conscient. Oui, c'est un crime conscient. Oui. Je reprends la parole, mais je vais faire très court. Tout à l'heure, il y avait une intervention indiquant que lorsqu'il y aura 900 personnes, ce sera une petite victoire et ça permettra de mobiliser. Moi, ce soir, je suis très étonné qu'une association d'inconnus organisée au sein d'une même famille ait déjà réussi à faire venir 90 personnes et à faire salle comble. Donc, ça veut dire que cette même famille, si elle avait eu sans doute une salle beaucoup plus grande, aurait peut-être pu réunir plus de 90 personnes. Donc voilà, c'est le petit point positif de la soirée, tout voir en noir. Et donc ça veut dire aussi que le militantisme n'est pas mort, et que si une seule famille a réussi à mobiliser 90 personnes, alors que la réalisation d'un congrès officiel n'a fait que réunir 3 pelés et un tondu, je ne reprends que l'expression, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une forme de violence institutionnelle qui s'est installée, mais qui peut être combattue, entre guillemets, de façon sereine et douce. Merci beaucoup. Je pense qu'on va justement plus ou moins s'arrêter là-dessus. Les obligations, au moment où ce mérite
d'obliger tout un chacun à se poser la question de finalement qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins, est-ce qu'ils sont bons, aussi bons qu'on le dise, etc. Je dirais 1 an parce que tout le monde s'en foutait, un peu plus, allez, 2 ans. Maintenant on commence vraiment à se poser des questions et chacun pour soi va devoir se positionner, en apprendre, etc. Et donc là, c'est déjà, je dirais, un travail de la conscience qui est en train d'être fait. Et le deuxième travail, ça va effectivement de se dire, bon, il va falloir que je prenne mes responsabilités, clairement, haut et fort, avec mes amis. Et je trouve qu'ils ont fait, venez pour un dernier petit coucou ensemble. Ils étaient avec moi quand même à Bruxelles, hein, quand on a eu toute l'aventure avec Andy Wakefield, Michel Rivasi, Luc Montagnier, etc. Donc voilà, je suis vraiment très contente qu'ils aient organisé ça ce soir. Merci beaucoup. Dernier petit mot. Ici, on a quand même. En fait, on nous attaque à petit feu. C'est simplement pour la finance, l'argent, c'est tout. C'est ça la mentalité d'aujourd'hui. L'argent d'abord et l'homme après. Ça va changer, hein, mon petit gars.